Bonjour, je suis Julie Hertin et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens, le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Dans cet épisode, je reçois Didier Guéguin, qui exerçait le métier de négociateur au sein du RAID. Alors juste un petit rappel, il s'agit de la seconde partie de l'interview, donc je ne peux que vous inviter à écouter d'abord la première partie pour avoir une vision complète de son métier. Si c'est le cas, alors je vous souhaite une très très bonne écoute. Et surtout, n'oubliez pas, si l'épisode vous plaît, de laisser un petit 5 étoiles et surtout un commentaire sur Apple Podcast et de le partager aussi cet épisode à votre entourage. Allez, c'est parti! Comment vous vous formez entre, tu vois, parce que j'imagine que forcément les situations évoluent, les cas de figure évoluent. Est-ce que par exemple il y a des espèces de bonnes pratiques échangées, tu vois, est-ce que s'il arrive quelque chose à Toulouse, les équipes vont débriefer les autres équipes nationales pour qu'il y ait un apprentissage mutuel? Oui, alors déjà la formation c'est 1 mois à Bièvre, à la maison mère à Bièvre. Et ensuite, il y a des rétextes tous les ans. C'est-à-dire que dès qu'il y a une grosse intervention qui est faite par un groupe d'intervention, par exemple, on décide un rétexte à Bièvre et il y a un négociateur de chaque antenne qui monte et ils font un rétexte sur l'intervention, sur une dizaine d'interventions en tout. Hein. Et puis, ça permet à chacun de repartir avec un PDF et l'historique de l'intervention qui a été vécue par le collègue et de débriefer chaque groupe après. Voilà. Okay. Voire de rejouer le scénario. Ah justement, alors tu réponds à une de mes questions, c'était est-ce que vous faites des simulations pour vous mettre en exercice, etc. quoi. Ok. Comme le groupe d'intervention, toutes les semaines, il y a voilà, toutes les semaines, on répète des scénarios sur des forcenés, des prises d'otages, des 6h du matin pour en permanence, pour que ça devienne des réflexes. En fait, on crée des souvenirs. Ouais. Et donc le jour J, on saura quoi faire. Même sous la pression. Même si ça se passe jamais de la même façon. En attendant, on aura créé des automatismes, ce qui permet d'éviter le stress quand on rentre dans un appartement qui n'est pas comme on aurait pu le prévoir. Ouais. Voilà. On gérera mieux l'intervention. C'est comme les pompiers, c'est comme les forces spéciales, c'est comme tout le monde. Ouais. Il faut faire des simulations. Ouais, tu dis exactement la même chose que ce que m'avait dit Benjamin dans tous les entraînements pompiers. Et alors, Bien sûr. Et est-ce que vous êtes formé aussi à pas imaginer, mais en fait, tu vois, on voit bien qu'il y a certaines tendances. C'est-à-dire qu'il y a des crises qui arrivent plus fortement que d'autres. Il y a des tendances sociales qui font que vous pouvez être amené de plus en plus à vivre certaines situations. Est-ce que justement, il y a des gens pour vous préparer à ça? Tu vois, pour vous accompagner dans des nouveaux cas de figure, je sais pas, des gens plus armés, des gens plus fous, des gens plus déterminés, tu vois, des choses comme ça. Le dernier gros changement qu'il y a eu, c'est après les événements qu'ont connus la France, voilà, en 2015 notamment, sur le terrorisme. Parce qu'avec Mohamed Merah, on a négocié 33 heures. Bon, il s'est avéré qu'il nous a promenés. Mais c'était le premier jusqu'au boutiste, donc on ne savait pas encore que ces gens-là étaient prêts à mourir pour une cause. Voilà, donc ça a changé notre façon un petit peu de négocier avec les terroristes et d'intervenir avec les terroristes. Mais sinon, globalement, non. Il n'y a pas eu de grand changement. Ouais, ok, super. Mais en tout cas, vous apprenez effectivement de cas... Oui, bien sûr, on a changé notre façon d'intervenir, mais là, je peux pas te dire. Je peux pas t'en dire plus. Je déteste qu'on me réponde ça. Ça me donne encore plus envie de poser des questions. Bon, c'est pas grave. Alors, comment tu gères en fait la pression? Tu parlais un petit peu de l'échec, mais avant ça, en fait, comment tu gères la pression? T'en as quand même beaucoup sur tes épaules, puisque en fait, toi, tu es en contact avec la personne dont tu veux sauver la vie, et puis globalement, s'il y a des gens qui l'entourent. Mais surtout, à un moment donné, tu prépares le terrain aussi pour tes collègues qui vont intervenir. Donc, comment ça gère ça, ce stress? Oh, ça se gère bien. Alors, pour tout te dire, quand on part sur une intervention, des fois, il peut y avoir 1 heure de route, une demi-heure, 1 heure de route. Ça dépend où on va. Il n'y a pas vraiment de stress. Ça plaisante encore beaucoup dans les voitures. Voilà, parce qu'on est content de partir sur une intervention. C'est seulement quand on arrive à proximité du lieu, quand on met les cagoules, qu'on arrête de rigoler, chacun rentre dans sa bulle et c'est exactement ce qu'il a à faire. Et là, ça plaisante plus. Voilà, celui qui est au bouclier, il va prendre son bouclier, il va prendre son armement,
Ceux qui sont à l'effraction, ils vont aller prendre le bélier, le fusil ou le door raider pour ouvrir les portes. Le négociateur, il est peut-être déjà parti sur place parce qu'en général, il part avec une voiture en précurseur. Il sera déjà en train de faire sa recherche d'informations, de renseignements. Chacun connaît son job. Et là, ça déconne plus. On est dans une bulle et en fait, le stress, on en parle plutôt après. On va dire que si on doit avoir peur, ça sera après. Sur le moment, comme on est entraîné pour ça, on se rend pas vraiment compte. Ouais, t'es dans la gestion, mais c'est le après qui est plus difficile, quoi. Et donc, on parlait un petit peu de l'échec potentiel. D'abord, c'est quoi un échec pour toi ? Nous, on sauve les vies. On est là pour sauver les vies. Il y a un échec quand on est obligé de riposter sur un individu qui nous a tiré dessus. Ça peut être un échec. Okay. Mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est en permanence. De toute façon, c'est en légitime défense parce qu'on n'a pas eu le choix. Donc voilà. Évidemment, c'est un échec. Ça peut être un échec, mais en même temps, voilà, on n'a pas eu le choix. Donc on a fait notre job. On est policier avant tout. Hein. Ouais, c'est intéressant ça. Et comment est-ce que ça t'est déjà arrivé de pas réussir à rentrer en relation avec la personne ou de pas le comprendre, de pas réussir à le cerner, pardon. Ah ben de toute façon, quand on arrive en général, mon record, je crois que c'est 10 minutes d'insultes. Donc ça reste de la communication. Il m'insulte. De temps en temps, j'essayais d'en placer une. Il m'insultait encore, mais il répondait. Quelque part, c'est de la communication. Bon, donc au fur et à mesure, comme je suis calme et que il rentre dans une communication un petit peu plus normale. Mais non, pas réussir à cerner, c'est-à-dire que quand on n'y arrive pas vraiment, on le sent pas. Et peut-être qu'il va falloir que ce soit le groupe d'intervention qui prenne la main. Voilà. Par exemple, il y a un mutique, un mutique, c'est dangereux. Quand il y a un mutique, il s'est renfermé, il a mis la musique à fond, il a fermé les volets, il a fermé la porte, il s'est calfeutré. Bon, là, il y a urgence, par exemple. Il y aura urgence parce que la négociation, j'ai déjà négocié 45 minutes devant une porte-fenêtre. Bon, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose pour qu'il réagisse derrière. Tout à l'heure, tu disais que tu pouvais te prendre 10 minutes d'insultes. J'avais lu en fait qu'il y avait différents... toi, tu pouvais, en tant que négociateur, opter pour différentes postures, un peu le côté ami, le côté autorité, le côté paternel. Est-ce que tu confirmes ça, effectivement? Oui. Ouais. Bien sûr, mais ça dépend. Mais ça se fait naturellement. Ça dépend des personnalités. Mais oui, bien sûr. Puis des fois, il demande même des conseils. Ça dépend de son âge, ça dépend de sa situation professionnelle, ça dépend de son profil psychologique à ce moment-là. Oui, c'est vrai. On peut endosser plein de personnalités, mais c'est pour ça aussi qu'un jeune policier qui arriverait dans un groupe d'intervention, qui arriverait à 23, 25 ans, ça peut arriver maintenant. Il faut attendre quelques années avant d'être négociateur. Il faut du vécu, il faut l'expérience, il faut plein de choses quand même. Des vécus même de la vie. Hein. Mais tu vois, tu sembles beaucoup dire, qu'il y a aussi beaucoup d'instinct là dans ton métier. Puisqu'il y a beaucoup de ressentis, mais vous avez quand même... Et donc, quelle est cette part-là d'instinct dans ta façon de gérer le boulot ? Non, il y a des techniques, mais on n'est pas figé comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est eux qui ont inventé la négociation de crise, hein, d'après les études psychologiques, sociologiques, etc. C'est eux qui ont été les premiers à travailler sur la communication de crise, mais ils ont un canevas un petit peu figé. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils savent qu'ils doivent dire bonjour, se présenter, faire ça. En France, non, on n'est pas figé comme ça. Il n'y a pas un canevas bien précis. On va passer tout ça. Évidemment, ça fait partie du processus, mais avec un petit peu plus de latitude. Et donc, effectivement, il y a une large place au ressenti du négociateur. Ce qui est à la fois chouette et en même temps encore plus flippant parce que quelque part, ça repose beaucoup sur ton flair quand même. Tu vois. Mais s'il y a un négociateur 2 qui peut être là pour vous aider et pour vous dire, écoute, je crois que tu es en train de faire fausse route. Parce qu'on peut être pris dans un effet tunnel, on peut être pris dans un objectif et se dire, tiens, la clé du problème, l'élément déclencheur de sa crise, c'est sa fille. Et puis finalement, le négociateur 2, il dit, non, moi j'ai l'impression que c'est plutôt sa femme, tu vois. Je dis, ah bon ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? À un moment donné, il a dit ça, il a dit un mot important, et peut-être que je l'ai pas entendu ou moi j'ai pas rebondi dessus. Ouais. Donc il a un rôle hyper intéressant et important. Ok. Quelle mission t'a le plus marqué ? Un individu qui avait pris une femme en otage avec 2 sabres sous la gorge. Voilà. Et donc j'ai négocié avec lui pendant 2h30 en face à face. Donc là, dans un wagon de train, à 2 mètres de distance. Bon, là, c'était un petit peu tendu émotionnellement, ouais. Bon, après, pas pendant, mais en tout cas, c'était chaud. Bon, j'imagine que ça s'est bien terminé. Oui. Et donc, effectivement, maintenant que tu m'en parles, j'ai lu l'article. Il s'avère que la personne en question
était une femme d'un préfet, non? C'était pas ça? Ouais. 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 Mais ça, tu le sais. C'était médiatisé, et puis on a eu beaucoup de monde sur le quai, du coup. Voilà, beaucoup de pontes sur le quai. Ouais, c'est ce que j'avais cru lire, effectivement. Mais quand j'ai lu l'article, d'ailleurs, j'ai eu l'impression que toi, tu ne le savais pas quand tu étais en négo, que cette femme-là... Non, mais non, et puis ça aurait rien changé de toute façon. Ouais, ok, je comprends. Lui ne le savait pas non plus, donc il valait mieux que je le sache pas, mais s'il avait su en plus mais il avait un profil psy, hein, mais s'il avait su en plus que c'était la femme d'un préfet, c'est-à-dire d'une autorité, ça peut fausser un petit peu la négo, mais bon, voilà. Okay. Il le savait pas, et tant mieux. Et pourquoi c'est cette mission qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui t'a le... Parce que c'était un face-à-face. C'est un face-à-face, et en plus, concrètement, à 2 mètres, même si les collègues avaient réussi à se rapprocher assez proche, s'il y avait eu un début d'exécution, je veux dire, moi, à part tirer, je pouvais pas faire grand-chose, quoi. Donc, et puis mal se terminer, voilà. Ouais, ok, je comprends. Ouais, j'imagine bien le stress, et d'ailleurs, j'avais été impressionnée quand j'avais lu l'article sur le sujet. Alors, des questions plus simples, parce que des questions très concrètes. C'est quoi votre statut? Donc, tu es salarié de la police, c'est ça? Je suis employé, ouais, non, mais je suis fonctionnaire de police. Fonctionnaire de police. C'est quoi votre rythme de travail? Tu parlais d'astreinte notamment tout à l'heure. Alors, au RAID, c'est en hebdomadaire, comme tout le monde, de 8h à 17h, ça dépend des antennes, il y en a c'est 18h, mais ils sont d'astreinte après pendant 24 sur 24, pendant longtemps. C'est 15 jours par mois minimum. La plupart du temps, c'est 3 semaines par mois, ils ont un bip. Voilà, ils ont un pager, ils peuvent être bipés en permanence. Donc il faut être en moins d'une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure du service. Ouais, donc pas de week-end à l'autre bout de la France, ou des vacances à Marrakech, quoi. Non, seulement sur les vacances. Ouais, ok. Et ça, pas compliqué à gérer d'un point de vue, équilibre vie pro, vie perso? Alors, non, en fait, on aime tellement ça que même quand j'étais en vacances, mais si j'étais à la maison, si ça bipait, j'y allais. Mais même en vacances, du coup, on regarde pas si t'es en congé, tu pars avec la colonne. Hein. Ouais. Tout le monde est là, tout le monde est content. On n'a pas envie de rater une inter, tout le monde vient. Mais c'est quand on quitte, en fait, le raid, qu'on se rend compte que il y a une vie sympa après, quand même. Mais quand on dit, non, on aime trop ça, on veut rien rater. Hein. Ouais, mais c'est marrant d'ailleurs ce que tu dis. J'avais pas noté cette question, mais tu en parles, et ça me fait penser à une question que j'avais posée à Benjamin, qui est cette adrénaline ou cette excitation que vous avez à intervenir, et pourtant c'est pour intervenir sur quelque chose de négatif. Comment tu vois, comment tu... Justement, on aime ça, on est comme des fous quand il y a une inter. C'est paradoxal, parce que des fois ça peut être terrible, mais n'empêche qu'on a signé pour ça, donc on est content d'y aller. Mais c'est vrai que une fois que j'ai rendu ma carte, enfin entre parenthèses, quand j'ai changé de service, au début, quand tu entends qu'il y a eu une intervention, ou déjà les collègues te le disent, ils me disent, oh, t'as raté un truc. Bon, ça fait mal, et puis après on s'y fait, quoi. Voilà, il faut faire la part des choses. On a fait on a fait tant d'années, voilà, quand on tire un trait, faut pas regarder en arrière, on a vécu des bonnes années. Ouais. Et pourquoi t'as arrêté, du coup? Moi, j'ai des soucis articulaires. Il faut savoir quand même qu'on porte 40 kilos sur le dos. 38, 40, 45 pour certains qui sont équipés en lot à l'Edo Raider. Donc, faire plusieurs heures avec 40 kilos sur le dos, on pioche au bout d'un moment. Hein. Il y a quand même, la plupart du temps, on quitte ces métiers avec des problèmes de dos, de cervical, de genoux. Bon, voilà. Ok. Je ne voudrais pas décourager les plus jeunes, mais c'est vrai que physiquement, ça impacte un peu. Donc moi, j'avais déjà des petits soucis articulaires en plus, donc voilà. Il était temps. J'avais en plus une bonne opportunité, parce que maintenant, je suis formateur de tir et de techniques d'intervention. Voilà, donc je peux continuer à transmettre tout ce que j'ai appris au sein du commissariat central de Bordeaux. Donc je suis épanoui. Voilà. Je me suis noté de te poser des questions justement sur tes autres activités. Juste pour finir, très concrètement, vous êtes combien à être négociateur en France? Moi, j'en avais vu, finalement, j'étais assez étonnée. Vous n'êtes pas nombreux. Mettons qu'il y en ait 3 ou 4 par antenne. Vous mettez 10 antennes en métropole, Antilles-Guyane, Nouvelle-Calédonie, Réunion. Allez, une quarantaine au RAID. On va dire autant dans les antennes du GIGN. Et puis la maison mère, GIGN et RAID, ça fait peut-être 120. Ouais. Après, vous en avez quelques-uns aussi à la BRI.
Il y a quand même des groupes d'intervention. Vous avez tout ce qui est P2G, ce sont aussi des groupes d'intervention de la gendarmerie, mais plus localisés. Voilà, il y a 200, 250, bon, ça va, non? Ok. Et alors, tout à l'heure, je crois que tu nous as donné un chiffre, mais je voudrais juste être sûre. Combien il y a d'interventions dans une année? En tant que négo pur, c'est-à-dire qu'on va pas intervenir à 6 heures du matin. On va faire l'intervention à 6 heures du matin, mais on va pas négocier. Peut-être une dizaine. Une dizaine par an. Ouais. Un peu moins d'une par mois. Mais ça dépend des antennes, ça dépend des moments. En ce moment, il y en a beaucoup. Mais tout ce qui est 6 heures du matin, tout ce qui est protection de personnalité, on fait beaucoup d'autres choses. Et là, il n'y a pas besoin du négociateur. Bon, et justement, tu réponds du coup à la question suivante, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites pas d'intervention? On s'entraîne. Ok. C'est essentiel. On s'entraîne en permanence. Okay. En permanence. C'est la condition. C'est pour ça aussi, s'entraîner, voilà, ça peut épuiser les corps. Parce qu'il y a la boxe, il peut y avoir l'escalade, il peut y avoir on tire à l'arme de poing une fois par semaine, on tire à l'arme longue une fois par semaine, fusil d'assaut, etc., etc. C'est de l'entretien, tout le temps. Ouais, plus que de l'entretien. Il n'y a rien on entend des fois les policiers d'élite, des surhommes et tout. Il n'y a rien de surhomme. Les policiers qui prennent le plus de risques en France, ce sont les policiers de police secours. Les policiers du quotidien. Eux, ils interviennent sur un forcené sans savoir que c'est un forcené. C'est-à-dire que quand ils arrivent derrière la porte, qu'ils frappent, même en prenant les précautions, ils peuvent très bien prendre un coup de fusil ou un coup de couteau quand ils vont ouvrir la porte. Et donc ensuite, la situation est figée. Ils vont faire un périmètre de sécurité. Et là, seulement le raid va intervenir dans des conditions, avec des équipements, avec du matériel, en sachant sur quoi ils vont tomber. Donc, oui, on va ouvrir la porte et on sait qu'on va se faire tirer dessus. C'est quand même plus sécurisant, bizarrement, mais on prend moins de risques que les collègues de la BAC ou de l'écart police secours. Ok, génial. J'avais pas du tout vu ça comme ça. Ok. Juste une question plus large, en fait. En gros, ton métier, c'est de savoir gérer des crises. Gérer des tensions et savoir renouer le dialogue quand le dialogue est coupé parce qu'il y a trop de tensions. J'imagine que ça, c'est beaucoup de techniques qui peuvent être applicables à tout type de situation, y compris en entreprise. Est-ce que toi, tu as réussi à extraire des leçons applicables au monde de l'entreprise que tu voudrais bien nous partager là? C'est ce que je disais tout à l'heure, le processus pour arriver à un changement comportemental, c'est-à-dire une personne qui se calme autour de la machine à café, c'est exactement la même chose. Moi, je dis des fois aux gens, mais moi, je m'énerve aussi. C'est parce que je suis négociateur, je m'énerve pas. Quand je suis dans ma voiture, je m'énerve. Dans notre voiture, on s'énerve tout de suite. On est chez nous, on est dans une bulle de sécurité. Du coup, on a l'impression qu'il peut rien nous arriver dans la voiture. Alors, ça fait des gestes, ça gueule et tout. Voilà. Maintenant, faut se méfier. Les agressions ont explosé en France, donc faut se méfier un petit peu de tout. Mais dans le monde de l'entreprise, pour calmer quelqu'un, ça va être de la même chose. On va utiliser les mêmes techniques. L'empathie, reconnaître l'autre dans sa colère, dans ses émotions, dénommer ses émotions. Évidemment, les liens sont faciles à trouver dans le monde de l'entreprise. En principe, on se connaît, donc on peut déjà avoir des liens forts, on peut déjà avoir des liens d'amitié. Attends, pourquoi tu t'énerves? On se connaît depuis combien d'années? Tu vois? Donc, on va utiliser tous ces petites techniques d'influence. J'ai une autre entreprise je propose tout ce qui est négociation de crise et sous forme de conférence. Je fais aussi des stages en négociation de crise sur 2 jours, mais je fais aussi beaucoup gestion des agressions. Donc dans le monde de l'entreprise, que ce soit Leroy Merlin, Super U ou n'importe quelle entreprise, puisque maintenant de plus en plus tous les employés sont insultés, voire molestés. Donc j'interviens énormément dedans et effectivement, le parallèle est très rapide à faire. En tout cas, je l'ai appris moi-même à force de travailler dans ces entreprises. J'ai même fait des EHPAD parce que les infirmières aussi sont touchées, évidemment aux urgences, mais même dans les EHPAD. Les EHPAD, oui, parce que ils gèrent des déments, ils gèrent des personnalités complexes qui peuvent avoir des pathologies diverses comme Alzheimer ou autres, ou des crises de démence, mais ils ont aussi à gérer les familles qui sont pas toujours très faciles. Et tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une accélération, une augmentation en fait de cette tension. Oui, c'est avéré. C'est 137%, je crois, d'augmentation pour le GIGN et le RAID depuis 1 an et demi, 2 ans. Avec la crise de Covid, c'est-à-dire que comme on ne peut plus sortir de chez nous. Vous voyez, moi j'ai une maison avec un jardin. C'est-à-dire que pendant le Covid, moi je pouvais encore me faire un barbecue. Je dis ça en plaisantant, mais il faut se mettre à la place de ceux qui sont dans des immeubles, dans des barres d'HLM, qui sont déjà en souffrance financière, psychologique.
et qui en plus n'ont plus le droit de sortir, et ben leurs émotions sont exacerbées et puis il y a des explosions qui se sont faites. Voilà, il y a eu des pétages de plomb qui se sont multipliés, sans compter les violences faites aux femmes ou aux hommes d'ailleurs, mais les violences intrafamiliales. Énormément, les enfants, etc. Bien sûr. Quand on quitte pas la maison, imaginez des enfants qui peuvent pas sortir de la maison. Voilà. Donc oui, le Covid a généré toutes sortes de souffrances. Ok. Si tu as quelques minutes encore, moi j'aimerais bien te parler aussi de l'activité de protection des personnalités qui a aiguisé ma curiosité. Vas-y, ça dépend, je ne pourrais pas répondre à tout, hein, mais... Non, tu sauras me dire non, je pense. Hein. Comme d'habitude. On rentrera en négociation, puis on verra. C'est ça. Bon, t'as exercé auprès de quel type de personnalité? Je te demande pas des noms. Président, ministre. D'accord, donc personnalité politique. T'as vu, je te demandais même pas plus précisément que ça. Ah non, politique. Ouais, politique. Ok, et c'était en France ou à l'étranger? En France, et puis les diplomates à l'étranger. T'as exercé dans quel type de pays? Afghanistan, Liban, et puis après il y a les missions négociations, Mexique, Équateur, Côte d'Ivoire. Voilà. On fait des missions de formation aussi. Ah oui, d'accord, de formation dans ces lieux-là, c'est ça? Dans ces pays-là, ouais. Et tout ce qui est Liban, Afghanistan, c'est des missions de protection d'ambassadeurs. Et après, oui, il y a un service de protection des ministres et un service de protection, le GSPR, qui ne fait que le président de la République. Mais quand il se déplace en France, eh bien, on met en place ce qu'on appelle un carré tireur, c'est-à-dire qu'on vient en renfort, on fait une autre bulle autour du président ou des ministres. Voilà. Il se sert des locaux sur place. Ouais, d'accord. Pour les points hauts, par exemple, ou pour la protection du ministre. Ouais. Donc, on a fait plein de ministres, puisqu'on avait Alain Juppé à Bordeaux. Donc, on a fait plein de ministres qui venaient lui rendre visite, visiter les caves des châteaux. Et voilà, donc on accompagne. Trop dur. Et du coup, vous bossez en équipe. Je veux dire, vous êtes plusieurs. T'es pas tout seul en protection de la personnalité. Donc, j'imagine. Non, ouais. Ouais. Et vous avez des spécialités, tu vois, ou des postes pour chacun a une mission dans la protection ou pas? Oui, là, il y aura le chauffeur. Et puis, en gros, il y aura un élément avancé. On aura quelqu'un qui va faire l'épaule de la personnalité et quelqu'un qui sera son flanc gauche. Voilà. Ou Kevlar, qui tient la mallette magique. Ouais, le fameux, celui qui prendrait la balle. Un gilet pare-balles. Ouais, exactement. Un gilet pare-balles géant encore. Portatif. Et comment ça se prépare une mission? Parce qu'en fait, chaque déplacement, j'imagine que c'est genre des semaines de préparation, non? Pour repérer les lieux? Non, pas pour nous. Non, ça c'est vraiment les services spécialisés. Oui, ça se prépare vraiment en avance. Nous, c'est quelques jours à l'avance, mais essentiellement la veille. La veille, on va reconnaître tous les lieux où va la personnalité le lendemain. Voilà. Que ce soit un restaurant, que ce soit le stade de Bordeaux, que ce soit la mairie, que ce soit n'importe où, on a accès à tout. On va partout où il ira. Et donc, tu y vas pour reconnaître. Je veux connaître tous les lieux. C'est parce que si jamais il faut extraire la personnalité d'urgence, il faut qu'il y ait une porte de sortie, il faut qu'il y ait ceci, cela. Donc, on doit aller en amont pour tout vérifier. D'accord, mais pas pour sécuriser, mais pour vérifier, pour connaître. Nous, oui. J'aime bien parce que tu souris, je sens qu'il y a des trucs que je peux pas te poser. Ok, est-ce que t'as des dossiers sur les personnalités, tu vois, que tu dois protéger? Je veux dire, est-ce que tu dois connaître ses petites habitudes? Oui, s'il y a des trucs, des particularités, oui, s'il faut éviter. Il y a des protocoles qui sont mis en place. Hein. Il y a des personnalités, des fois, si on fait un mariage, par exemple, il y a des personnalités qui ne veulent pas se croiser, par exemple. Donc, on le saura en amont. pour éviter des croisements un peu sympathiques. Et à l'inverse, est-ce que tu vois, vous essayez un peu de mieux connaître pour savoir est-ce que c'est une personne qui va au contact de la foule? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut changer d'itinéraire au dernier moment, tu vois? Est-ce que c'est le genre d'infos que vous récupérez aussi? Bien sûr, on le sait ça, mais en plus comme ils ont leur propre personnalité, très souvent ils ont des gens qui sont avec eux en permanence, qui sont vraiment devenus des hommes de main, de confiance. Ils nous disent bon, on le sait, mais par exemple Jacques Chirac, pour citer que lui, tout le monde sait qu'au niveau de la sécurité, c'était problématique parce qu'il aimait bien les cirer des mains. Ouais. Puis moi, je me rappellerai toujours, je l'avais à la jumelle, un jour j'étais en point haut et je rigolais parce que je voyais les collègues qui savaient pas où donner de la tête parce qu'ils partaient à droite, à gauche. Et voilà, à gérer, c'était assez catastrophique dans une foule. Mais bon, voilà, il aimait ça. Bah alors justement, ça amène une question là, c'est quel pouvoir vous avez sur eux, quoi? À quel moment tu peux avoir contre-pouvoir et dire non, là, la situation est trop dangereuse, vous n'allez pas au contact de la foule? Mais on peut leur dire, mais ils écoutent pas toujours. Voilà. On a vu Sarkozy il y a pas très longtemps, qui a pris une baffe.
il lui avait dit Macron, tu veux monsieur, dire? Macron, pardon. Et puis il n'a pas écouté. Et puis en plus, il est allé en courant, donc c'est difficile de reformer un triangle de sécurité et une bulle en courant en costard quand t'as 10 mètres de retard. Bon, bah maintenant peut-être qu'il écoutera un peu plus. Voilà. Mais après, c'est imparable, c'est imparable. Donner des leçons et dire ça aurait dû être prévu à l'avance, c'est pas possible que ça arrive. Non, non, quand on est dans une foule, qu'on serre une main, bah l'autre elle peut vous arriver dans la figure en une fraction de seconde. Voilà, on peut pas, ça peut pas être checké à l'avance. Alors imaginez quand ils font le salon de l'agriculture, voilà, il y aura toujours des donneurs de leçons pour dire ouais la protection elle a pas fait son travail, un tel il a pas fait son travail. Moi je vous mets au défi de venir m'arrêter si j'ai envie de mettre une baffe à une personnalité. Voilà, il me verra pas arriver, c'est comme ça. Et puis c'est pareil pour tout le monde. Évidemment, on est là en prévention, on est là pour éviter que ça arrive, on est là, on regarde tout, mais voilà, la sécu ne peut pas être étanche à 100%. Bon, c'est intéressant. Et je voulais te poser la question de comment ça aurait pu être évité, mais je comprends de ta réponse que c'est pas évident d'éviter ce type de situation. Si, c'est-à-dire éviter les bains de foule. Là. Moi, j'ai connu un président en visite dans un restaurant, et le restaurateur, je suis venu en reco la veille, et puis bon, j'ai dit la clientèle demain, parce que c'était public, hein, la clientèle, et puis il me dit, ah ben moi, le restaurateur, hein, il m'a dit, moi, je veux éviter tous les problèmes, c'est pas compliqué, la clientèle, c'est que des amis à moi. Voilà. Je vais perdre tout mon chiffre d'affaires de la journée, mais moi, j'ai invité tous mes potes. Il m'a dit, comme ça, je sais très bien qu'il se passera rien. Bah oui. Un chef d'État qui va manger au restaurant. Ou un ministre. Un restaurant public. Il y a beau avoir la protection ne peut pas être derrière chaque convive ou derrière chaque personne du public. Voilà. Donc déjà, c'est problématique. Ok. Et enfin, vous avez des contrats de confidentialité parce que tout à l'heure tu disais que vous étiez quand même à côté, vous les suivez sur tous leurs déplacements. Est-ce que c'est un contrat tacite j'imagine que vous êtes les yeux et les oreilles? Non, il n'y a pas besoin de le dire. On est habilité secret défense le temps de notre habilitation RAID. On n'a pas à dire raconter telle ou telle anecdote sur telle ou telle personnalité qu'on a pu connaître ou pas ou entendre. Ok, ouais, vous êtes muets comme des carpes et aveugles. En tout cas, pour ce qui concerne les informations qui ne sont pas relevant de votre mission, quoi. Bon, habilité secret défense, ça c'est la classe. J'aimerais bien pouvoir le dire un jour. Non, mais non, justement, c'est ça qui est paradoxal, c'est que quand on est habilité secret défense, on ferme sa bouche. On ne doit même pas dire qu'on est habilité secret défense. Moi, je suis plus. Mais le gars qui vous dit t'es habilité secret défense, oui. Après, non, super. Si t'es pas capable de garder déjà ça comme secret, ça commence mal. T'as raison. Non? Ah oui. Je ne suis pas faite pour ce métier alors. Non, mais non, c'est pas ça. Mais si dans une salle tu dis qui c'est qui est habilité secret défense, il y en a qui lèvent la main, faut leur retirer leur habilitation. C'est clair, j'avais pas pensé à ça sous cet angle-là. Ok, comment tu vis? Alors c'est peut-être un peu gros de dire comme ça, mais de pouvoir donner ta vie en fait pour une personne, c'est ton job, ok, mais une personne que tu connais pas. Mais encore une fois, tu penses pas à ça comme ça. On fait des protèges de personnalités qu'on n'aime pas. Des fois il y en a qu'on apprécie, il y en a qu'on n'aime pas. On le fait pareil. C'est que on est policier. On est policier, donc s'il se passe quelque chose, on va faire en sorte de faire ce pourquoi on s'entraîne. Et pour toi, c'est quoi être policier? C'est rendre service aux gens. On est là pour la sécurité du citoyen au jour le jour. Que ce soit les maîtres nageurs, que ce soit les CRS en montagne, que ce soit les CRS en maintien de l'ordre pour éviter que ce soit le Bronx en France, on est là pour éviter, pour assurer la sécurité des Français. Ok, donc ta neutralité, effectivement, quelle que soit la personnalité que tu aurais à défendre, alors c'est pas dans le cadre de ta mission, mais pouvoir défendre la vie d'un tueur en série parce que tu dois l'accompagner jusqu'à son procès et que tu sais qu'il est en danger, ça fait partie de ton job. On l'a fait aussi, bien sûr. Ouais, mais c'est ton job. C'est ça. Ok, super. Eh ben, écoute, j'en ai terminé avec cette partie-là de ton métier. Si ça te va, on passe à la dernière phase de l'interview. Est-ce que tu aurais une anecdote drôle, insolite, émouvante, en tout cas qui t'a marqué sur ton métier? Une des plus émouvantes, c'était une prise d'otage intrafamiliale où j'étais pas à la négociation, moi j'étais dans la colonne d'assaut, mais le papa a fini par relâcher la fille
qui s'est réfugié dans les bras d'un collègue qui était pas vraiment fait pour ça. Du coup, il a laissé tomber son bouclier, il a pris la gamine, il est parti avec pour la protéger. Et ça s'est bien fini pour tout le monde de toute façon. Donc, c'était plutôt sympa et émouvant. Il y avait eu 11 heures de négociation quand même. 11 heures pour une prise d'otage, ouais. La petite fille, elle avait quel âge? Elle devait avoir 5-6 ans. Elle s'est demandé qu'est-ce que c'était ces hommes tout en noir, là, mais bon, ça s'est bien passé quand même. C'est mignon qu'elle soit partie se réfugier dans ses bras, en tout cas. Papa criait fort, donc j'étais content de sortir de la maison au courant. Quelles sont tes joies et tes fiertés d'exercer ton métier? De rendre service. La joie de rendre service. C'est une fierté d'en être arrivé là. Je pensais pas en avoir les capacités au départ, donc oui, c'est une certaine fierté. Et puis la fierté quand les interventions se terminent bien, bien sûr. Se termine bien pour tout le monde, quoi, que ce soit pour la personne, les personnes autour et tes collègues, quoi. J'aimais bien je m'étais noté par rapport à cette question la devise du RAID, servir sans faillir. C'est ça. Je trouvais résumait bien aussi ça. Quelles sont les plus grosses difficultés que tu rencontres dans ton métier? Alors, de négociateur, en particulier, ça serait les autres. Parce que des fois, on se met dans une bulle de confort, c'est-à-dire c'est très souvent dans un bureau à côté du lieu de la crise ou dans la voiture du patron, par exemple. Et puis, vous avez des collègues autour qui continuent à prendre leur matériel ou à discuter de la tactique, etc. Alors que vous êtes en train de négocier, et puis il y a un bouclier qui est posé sur la voiture, un fusil sous le toit, et puis ils oublient que vous entendez tout, et c'est très dur de se concentrer quand il y a les autres autour. Donc on peut pas sortir pour les insulter non plus, mais des fois, voilà, c'est compliqué, on s'énerve. Ouais, et ça nécessite vachement de pouvoir de concentration, non? Eh ben voilà, d'où le fait qu'on puisse pas être en contact avec eux en permanence avec la radio, ça serait pas possible à gérer. Donc on se met vraiment dans une bulle de confort. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon négociateur? L'écoute active et avoir envie d'aider l'autre personne. Si on n'a pas envie d'aider l'autre, la personne en crise, c'est pas la peine d'y aller, ça va être un fiasco. Ouais. L'écoute et l'empathie aussi, ce que tu disais tout à l'heure. L'écoute active, c'est l'empathie est dedans. Ouais. Comprendre l'autre. Ouais. Et quel conseil tu donnerais à des personnes qui voudraient exercer ce métier? Là, ils sont en train de se dire, tiens, ça me branche, je veux y aller. La patience. C'est-à-dire que, comme on en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de négociateurs en France. Donc déjà, il faut être fonctionnaire de police. Ensuite, il faut intégrer le RAID ou le ABRI ou une unité spécialisée. Et avoir la chance après de partir à la formation en négociation. Donc ça fait beaucoup de chance, pas au hasard. Il faut créer les opportunités, mais il faut pas être pressé. Faut surtout pas être pressé. Ouais, puis tu disais en plus que l'âge avait une importance parce que c'était bien d'avoir un bagage et un vécu pour avoir les épaules un peu plus solides pour être négociateur, quoi. C'est ça. Ouais. Et alors plus globalement, tu sais, je fais ce podcast aussi pour les ados ou les jeunes adultes qui cherchent à s'orienter dans la vie professionnelle. Donc, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Écouter son instinct un peu. Il faut écouter son instinct, pas forcément partir là où vont les autres. Tenter des choses. Et puis après là on parle de la police, donc rentrer dans la police, faut pas hésiter, il y a des centaines de métiers différents dans la police. Il y en a pour tout le monde, que ce soit dans l'investigation, dans les services enquêteurs, que ce soit dans les services judiciaires, les CRS, montagne, à la plage, l'autoroutière, les motards, il y a des centaines de métiers différents. Tu vas m'en citer quelques-uns, comme ça j'irai à la recherche de bons candidats pour les interroger. Ça sera mes prochains épisodes. On va en parler après. Si on veut te suivre, ton actu, si on veut te contacter aussi, notamment je pense par rapport à ton activité de conférencier, comment? J'ai un site internet www.négociationdecrise.fr. Il suffit de taper négociationdecrise.fr en général, je suis bien référencé. Ouais, je t'ai trouvé assez facilement. Et sinon, il y a bien sûr ton profil LinkedIn. Ah oui, Didier Guéguin, oui, sur LinkedIn, évidemment. Ouais, et puisque c'est comme ça que j'étais rentrée en contact avec toi. Un grand merci d'être prêté à cet exercice. Avant de se quitter, tu sais, j'ai un rituel dans le podcast. C'est que je vais te demander de passer le flambeau et de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Est-ce que tu as pu y réfléchir? Oui, tu peux partir...
essayer de partir à la découverte d'un plongeur démineur de la police nationale. Génial. Plongeur démineur, c'est-à-dire qu'il démine des trucs sous l'eau, c'est ça en gros? Oui, ou ramener des anciennes bombes ou des roquettes qui n'auraient pas explosé. C'est canon ça. Et t'as un contact ou je dois me débrouiller? Non, j'en ai un si vous voulez. Ah, tu me vous vois d'un coup là? Ouais, ça y est. C'est la fin de l'interview, on se revoit. Ouais, c'est ça, on se connaît plus. Bonjour madame. Eh ben c'est génial. C'est un métier bien particulier et canon, ça me va très bien. Et puis à très vite. Ouais, ciao. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant passionné que moi. Alors pour rentrer en contact avec Didier, rien de plus simple, rendez-vous sur son site www.négociation-gestiondecrise.fr ou sur son compte LinkedIn à Didier Guéguin. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à ce super métier, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, s'il vous plaît, faites du bruit. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, à votre voisin journaliste. Bref, aidez-nous à faire voyager le podcast. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau métier.